Bonjour, ici Valérie Arsenault. Bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase. Entre elles, on se rencontre. Entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute Snack et aujourd'hui je te parle des nouveautés côté gel dans la gamme Boost. Je rappelle que la Boost Énergie, c'est des produits pensés pour les efforts intenses et pas juste intenses parce qu'honnêtement, moi, je consomme quasiment juste ça sur mes longs ultras puis je peux pas dire que c'est de l'effort intense rendu au 130e kilomètre. Bref, première affaire, le gel passe maintenant à 30 grammes de glucides avec toujours le ratio 2:1 glucose-fructose pour une absorption efficace. Puis là, il y a 3 nouvelles saveurs qui débarquent. La première, thé à la pêche avec 100 mg de caféine pour le focus. La deuxième, citron salé avec 250 mg de sodium pour remplacer ce que tu perds en suant. Et la dernière, menthe glaciale avec 0,05% de menthol pour rafraîchir puis donner un petit reset quand il fait chaud, genre l'été au Québec quand on se sent dans la chaleur de la Western States. Bref, encore plus d'outils solides pour les athlètes d'endurance. Pour tester ça, on va faire un tour sur le nac.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois. C'est l'épisode numéro 282 et je suis avec Valérie Arsenault, qui est déjà venue au podcast, mais c'est son premier vrai épisode juste avec elle. Valérie, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ça fait à peine quelques jours que tu as participé au Québec Méga Trail, le 135, puis je pense que c'est la première fois que je reçois quelqu'un au podcast de qui j'ai parlé pendant 20 heures consécutives parce qu'on faisait le QMT Live. Ouais. Puis avec Nico, on a beaucoup, bien sûr, suivi, on était là pour suivre le 135, fait qu'on a parlé beaucoup de toi. Les oreilles devaient te sciller parce que pendant que tu courais, nous, on était assis confortablement à te regarder souffrir dans le sentier. Mais ça a été une super performance. Puis j'ai hâte qu'on plonge là-dedans. Mais je le disais, tu étais venu à l'épisode, je regarde mes notes, 161. C'était en 2023. C'était en préparation de l'Ultra Trail des Chic Chocs. Je pense que tu venais tout juste de faire une Speed Goat aux États-Unis. Tu te préparais pour l'UTCC. Puis on a fait un épisode en compagnie d'un autre athlète aussi qui participait, que c'était Josh Tremblay. Fait que c'est pour ça que je dis que là, c'est ton vrai épisode à toi. Oui, exact. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation encore une fois. La première chose, pas sorti du bois, on commence toujours avec la même question. Qu'est-ce que tu bois de ton côté? Est-ce que tu as un breuvage qui accompagne l'entrevue? Oui, j'ai juste un petit jus eau pétillante. C'est parfait. Moi, de mon côté, j'ai un café parce qu'on enregistre tôt. Ça serait embêtant d'avoir autre chose. Mais je suis un grand fan de café. Puis on vient de ressortir le café pas sorti du bois. Je le mentionne aux gens qui écoutent. Si ça leur tente, sur le site de Café Charlebois, il y a ça. Mais moi, j'ai un café. Fait que cheers, Valérie. Merci d'être là. Cheers. Donc, je le disais, QMT 135, grosse victoire. Avant qu'on entre dans ton background de coureuse de la course, comment vont les jambes à quelques jours post-événement? Pas mal bien, je te dirais. Là, c'est quand même toujours surprenant. Là. Je trouve qu'à chaque course, c'est vraiment différent d'une fois à l'autre. Puis là, cette fois-ci, c'est ça. C'était plus... j'étais vraiment, vraiment fatiguée suite à la course, évidemment. Donc, c'était plus la fatigue que le corps lui-même, quoique c'est sûr que tu es toujours super raqué au début, là. Mais ça revient vite, fait que agréablement surprise, là. Ouais. C'est intéressant. C'est le fun parce que depuis 2022, moi, la première fois que j'avais entendu parler de toi, tu avais remporté le 42 Saint-Siméon en 2022, je pense. Puis depuis ce temps-là, tu as enchaîné. Puis des courses de un peu tous les styles, du très technique comme, Arikana que tu as remporté, QMT que tu as remporté, mais des affaires super roulantes aussi. Puis j'aime ce côté-là très polyvalent de ton parcours, puis on va pouvoir jaser de tout ça, mais avant qu'on entre dans le détail du QMT puis de ces courses-là, j'ai le goût que tu nous rappelles aux auditeurs, aux auditrices, ton background, le sport, ça vient d'où, puis depuis quand, en fait, tu t'es lancé dans le trail, quand tu as eu la piqûre de ce sport-là?
Ben moi, mon background, j'ai vraiment pas j'ai pas fait de course là, étant plus jeune ou au secondaire ou rien de tout ça là. J'étais vraiment, j'étais une skieuse alpin. Je faisais du ski alpin de compétition là, pendant mon adolescence. Fait que c'était vraiment ça mon background sportif. Puis après ça, j'ai eu une blessure qui a comme mis fin un peu à ça. Puis par la suite, tu sais, j'ai fait beaucoup de randonnées. Je suis partie en voyage pendant plusieurs années là, après mon cégep. Puis je faisais comme de la longue distance si on veut, mais vraiment comme c'était de la marche. Fait que ça me parlait beaucoup. Puis après ça, j'ai commencé à planter des arbres rapidement. Puis j'ai commencé à courir, mais c'était vraiment, tu sais, c'était pas, je courais des petits 5 kilomètres par-ci par-là, mais de manière, tu sais, au quotidien. Puis pendant longtemps, ça a été sous cette forme-là que j'ai couru, là, sans jamais participer à aucun événement. Puis après ça, mais je pense qu'il y a comme eu un engouement général où, tu sais, on le voit, là, autour de nous, tout le monde participe à des courses, mais ça me fait de penser à des amis qui couraient quand j'étais plus jeune aussi, puis de me dire que je me voyais tellement pas comme une coureuse. Tu sais, c'était impensable de penser que j'aurais pu performer un jour, que ce soit sur la route ou entre elles, en fait. Puis, c'est ça, finalement, j'ai fini par commencer par un demi-marathon sur route. Puis, j'avais vraiment aimé ça. J'avais vraiment aimé l'expérience de, justement, compétitionner sous ce format-là, parce que tout mon rapport, c'est ça, j'ai fait beaucoup de ski alpin, ce qui est t'es seul, hein? Fait que tu performes, puis t'as 2 minutes pour performer, c'est très rapide, puis c'est fini après. Ou pratiquement, là, mais fait que j'ai aimé ça de faire quelque chose de différent dans ce sens-là. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai été blessée à plusieurs reprises. Fait que je voulais reparticiper à des courses, mais finalement, j'étais toujours blessée. Fait que ça a comme repoussé ça. Puis finalement, ça a été la pandémie. Puis la pandémie a fait en sorte que j'ai voulu me réinscrire à des courses de route, mais là, toutes les courses de route étaient comme sold out. Puis là, c'est là que je me suis tournée vers la course en sentier, que je connaissais pas vraiment, en fait, ce monde-là. Mais très rapidement, là, j'ai comme eu la piqûre. Puis j'ai fait comme tout ce que je pouvais faire la première année, là, je pense que c'était 2021. Puis depuis ce temps-là, c'est comme ça a pris de l'expansion très, très rapidement là, dans ma vie. Là. Ouais. Là, tu parlais de randonnée, tu parlais de plantage d'arbres aussi. Tu as fait ça, je pense, pendant une dizaine d'années. Je veux pas ce rapport-là à la nature, d'être en nature dans des milieux reculés, de faire les efforts qui sont dans la durée, moins dans la vitesse peut-être que des fois ce qu'on peut vivre. Quoi qu'à la vitesse que tu as fait le 135, on peut dire vitesse, mais ça reste un effort qui est beaucoup plus contemplatif, j'ai envie de dire. Je pense que c'est ce qu'on aime de notre sport. Probablement que la première fois que tu te retrouves en trail puis de voir que, OK, ce que je peux faire sur route, je peux le faire en sentier dans ces environnements que j'aime là. Ça a dû être comme une espèce de combinaison de tes passions, ton sport, puis tout ça ensemble. C'était le trail, là. Exact, ouais. Parlons de plantation d'arbres parce qu'on a Antoine Moses, qui est un coureur de trail aussi au Québec, qui en fait beaucoup puis qui est devenu un influenceur international. Je veux dire, il y a des millions de personnes qui le suivent planter des arbres, mais c'était comment ça s'est présenté sur ton parcours à toi, de l'opportunité d'aller planter des arbres? Ben, c'est arrivé un peu par surprise, je dirais, parce que dans le fond, mon père, c'était un planteur quand il était plus jeune. Fait qu'il me poussait beaucoup pour aller planter. Il me disait, je pense que tu aimerais vraiment ça. Puis à ce moment-là, moi, j'avais essayé un peu de trouver une façon de rentrer, mais tu sais, c'était quand j'avais 20, là, c'est ça, là, ça fait comme 12 ans. Il y avait pas, tu sais, il y avait pas la même accessibilité, je dirais, qu'il y a aujourd'hui via justement Facebook, tout ça. C'est beaucoup plus facile de se trouver une job, mais bon. Fait que j'avais essayé de trouver une job, puis finalement, ça avait pas trop fonctionné. Mais à ce moment-là, j'étais coach de ski, puis il y avait, j'ai appris là au party de fin d'année de la saison de ski que un autre coach avait planté lui. Puis là, il m'a dit, ben, je pense que je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un pour compléter sa crew, fait que je vais lui dire que t'es intéressé. Fait que là, finalement, je me suis ramassée une semaine plus tard dans l'Ouest à planter pour ce gars-là sans, tu sais, c'était pas du tout prévu, en fait, là. Puis à partir de ce moment-là, c'était un peu comme par rapport à la course, là, c'est devenu, c'était sûr que je retournais là année après année, puis je pensais, jamais j'aurais pensé le faire aussi longtemps que ça. Mais finalement, j'ai tellement aimé ça. Tu sais, tout le monde me disait ça va être super difficile. Puis c'est vrai que c'est difficile, mais c'était tellement satisfaisant pour moi. Puis
c'est ça, c'est un mode de vie qui me convenait bien, là. Ouais. J'ai l'impression que de l'extérieur, à voir ce métier-là, l'intensité que c'est, comme tu sais, le fait que tu es dans le milieu reculé, le fait que physiquement c'est difficile, c'est des longues journées sur les jambes. On parle toujours de ça quand on parle d'entraînement de trail, de journées sur les pattes. Là, on s'entend, c'est des longues journées. D'être dans cette zone d'inconfort-là, dans cette zone d'endurance-là, quand tu te retrouvais à faire du plus long en trail, tu retrouvais-tu des sensations que tu connaissais? T'avais-tu l'impression de revenir dans quelque chose de similaire ou en tout cas que ça t'avait servi à arriver là où t'en es en trail? Ben, je sais pas s'il y a vraiment comme comment je dirais, une équation facile à faire ensemble entre les deux parce que ça reste comme très différent, mais c'est sûr que c'est sûr qu'il y a des choses que, tu sais, justement, aller plus longtemps pour 10 heures, ben, je peux me dire, ben, tu sais, je le fais, même si c'est pas à la même intensité, c'est sûr que ça prend beaucoup plus d'énergie courir que de planter. Mais ça reste que, tu sais, je pense que même c'est à quoi je pense souvent quand je veux faire un parallèle dans ma tête, ce serait plus le multi-day en course, c'est de faire quelque chose comme du très long, faire un FKT ou quelque chose comme ça. Là, ça se rapproche plus de ça. Mais ce qu'on voit, tu sais, par exemple, avec Tara aux États-Unis, là, qui a fait l'Appalachian Trail, le FKT, tu peux être bon pour faire du très long. Puis si t'as une certaine vitesse, t'as une certaine rapidité, je pense que ça peut vraiment t'aider pour faire des courses après ça plus courtes, là, parce que tu sais c'est quoi jour après jour, recommencer en étant fatigué, puis tu développes une résistance à la fatigue qui y a pas grand chose qui te permette de faire ça, sauf ces espèces de circonstances-là qui sont assez particulières. Tu sais, je veux dire, je voudrais le faire en entraînement, je serais pas capable de le faire, mais vu que c'est une job, on dirait que c'est ça, c'est comme, ça me donne cet avantage-là, si on veut, ça c'est certain, là. Ouais, tu sais, comme tu dis, la résistance à la fatigue, on peut le vivre sur un multijour, mais dans un même effort, dans un long ultra, peu importe les gens, le défi qui se lance, ça reste qu'il y a un moment où il va y avoir une fatigue, puis ton cerveau dit d'arrêter, de marcher, de t'asseoir sur un banc, puis il faut que tu continues parce que tant qu'être là, on va continuer. Ben, ça se réplique aussi dans un effort d'une seule journée. Puis ça, c'est dur à entraîner, la résistance à la fatigue. C'est que les week-end shocks qui peuvent amener ça. C'est pour ça que dans les entraînements, les gens vont dire, avant de faire un 100, je vais pas aller faire un 80 en entraînement un mois avant. Par contre, si tu fais un week-end où tu mets du temps sur tes jambes, ben, ça se peut que le 3e jour de ton week-end choc, quand il faut que tu repartes avec des jambes fatiguées, là, tu tombes dans la zone que tu vas retrouver ces sensations-là au kilomètre 70, puis tu vas avoir appris à passer par-dessus. Ouais. Quand tu t'es mis au trail, bon, tu as vu rapidement, tu sais, de ta 2e année, tu sais, de 2022, tu as remporté une course, tu as vu que tu avais un potentiel, puis tu pouvais faire de la performance là-dedans. Est-ce que tu avais déjà en toi ce côté-là compétitif du ski alpin ou juste de par nature de commenter? Oui, définitivement. Définitivement. Ben, je pense que dès le début, je me suis dit, je considérais que j'avais un potentiel. Puis je pense que je suis le genre de personne qui est très intense puis qui voit loin. En général, quand je m'embarque dans quelque chose, j'ai tendance. Ça veut dire que je crois en moi là, tout le temps, mais j'ai tendance à, comment je dirais, j'ai pas peur de rêver comme à plus. Puis je veux aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au le plus loin que je peux aller. Puis je le sentais déjà que qu'il y avait une possibilité à ce niveau-là, mais après ça, c'est sûr que je veux dire, il y a eu quand même des limites à ça, mais je savais que aussi, justement par le fait que bon, avec le planting et tout, j'étais toujours en train de négocier aussi un peu mon entraînement avec des circonstances qui sont pas toujours idéales, parce que oui, ça me donne un avantage d'un certain point, mais en même temps, ça fait toujours en sorte que mes build-ups sont vraiment écourtés. Donc, comme, souvent, tu parlais de Speed Goat tout à l'heure, je me rappelle, j'ai eu 3 semaines entre Speed Goat puis la fin de mon travail. Puis, à ce moment-là, je comprenais pas encore comment l'entraînement fonctionnait. Puis, mais, maintenant, je capoterais de penser, là, j'ai 3 semaines pour me préparer pour une course qui est quand même, qui est super relevée, altitude, vraiment beaucoup de dénivelé. Mais là, moi, j'avais aucun de ces chiffres-là en tête. Puis, j'arrivais là, puis j'étais quand même... je performais quand même bien malgré tout. Puis, en tout cas, bref, je pense que je considérais déjà que j'avais quelque chose à faire dans le sport, mais
sans vraiment savoir, tu sais, jusqu'où je pouvais aller non plus. Ouais. Mais c'est drôle, je l'entends souvent, c'est quand même des fois la naïveté des premières fois. J'ai l'impression que ça peut nous servir aussi parce que, comme tu dis, là, aujourd'hui, avec tes références, ton expérience, tu te dis, hey, 3 semaines pour builder up pour une course. D'habitude, c'est quasiment là qu'on commence à s'affûter puis à ralentir. Puis toi, c'est ton build-up. Mais quand on commence là-dedans, on a une espèce naïveté, c'est pas péjoratif, mais je veux dire, on connaît moins ça, on a moins d'expérience. Donc, tu te dis, j'ai 3 semaines pour build up, let's go, je le fais. Puis là, aujourd'hui, avec du recul, tu te dis, ça n'avait pas de sens, mais ça a marché quand même. Tu as très bien fait à Speed Goat. Puis comme tu dis, c'est une course qui est hyper relevée. Là, pour les gens qui écoutent, qui savent pas, Speed Goat, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est probablement le 50 kilos le plus compétitif en Amérique. Puis tu avais terminé 4e, je pense. Avec grosse performance malgré un build-up pas optimal. Cette naïveté-là nous sert quand même en début quand on découvre ce sport-là. Là. Ouais, ben je suis tout à fait d'accord. Puis je pense que c'est toujours difficile. Tu sais, plus aussi on tient à nos performances, plus on se prépare, plus c'est difficile de pas se laisser affecter aussi par ça quand les choses vont pas de manière parfaite, ce qui est comme la plupart du temps de toute façon. Tu sais, c'est très difficile d'être comme pleinement satisfait. Puis je pense que je commence à comprendre que des fois, il faut plus se concentrer aussi sur, tu sais, c'est tellement important d'être motivé, puis intéressé, puis curieux par rapport à quelque chose. Puis je pense que c'est ça, ça peut nous porter tellement loin, surtout dans un sport comme ça. Fait que déjà là, si on peut être comme vraiment investi émotionnellement, excité, c'est déjà une grosse part de la chose. Puis après ça, on peut toujours être plus près, puis c'est le fun d'être prêt pour quelque chose, mais ça nous empêche pas non plus d'essayer, tu sais, parce que des fois, on peut être agréablement surpris, là. Rapidement, dans ton parcours, tu es allé faire des courses américaines, des courses à l'international. Je voyais, tu es allé en Autriche, tu as fait Speed Goat, tu as fait JFK à quelques reprises, des courses américaines, surtout celles-là très iconiques, mais est-ce que tu avais cet intérêt-là dès le départ quand tu as découvert le trail d'aller voyager, joindre ça à un voyage, d'aller découvrir des environnements qui sont complètement différents de ce qu'on peut vivre ici? Là, tu parlais de Speed Goat, l'altitude. Côté altitude, on est correct au Québec. Là. On n'a pas d'acclimatation à faire nulle part. Tu arrives là-bas, c'est des montagnes complètement différentes. Ouais, un peu. C'était toujours, il y avait des raisons différentes pour tout ça. C'était sûr que j'avais le goût de participer à ces courses-là que je regardais un peu de loin. C'est sûr que aussi, c'est justement de jumeler ça avec revenir de l'Ouest, par exemple, dans le cas de Speed Goat. Je me disais, on fait un détour par l'Utah, puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait de toute façon, à la fin de la saison, d'en profiter pour aller visiter un endroit quelconque sur le chemin du retour. Fait qu'il y avait une part de ça, il y avait une part aussi de vouloir aussi de voir un peu comment je me mesurais ailleurs, à des endroits où le plateau est encore plus relevé, quoique, tu sais, après ça, je pense qu'on a plein de... Il y a aussi de la compétition au Québec, mais à ce moment-là, tu sais, je me disais comme il faut que j'aille voir ailleurs, voir comment je me mesure. Fait qu'il y avait cette idée-là aussi. Mais c'est sûr que il y a aussi le part de c'est comme ma façon préférée de voyager maintenant, tu sais, de découvrir un endroit, c'est en faisant une course ailleurs. Fait que c'est sûr qu'il y avait cette dimension-là aussi là, dans l'idée d'aller quelque part d'autre. Puis l'autre chose aussi, c'est le fait que la saison au Québec est comme plutôt courte et c'était dans l'idée aussi de, tu sais, par exemple avec JFK, ça me permettait d'avoir une course qui était plus loin puis où j'avais plus de temps pour justement être bien prête là, suite à la saison de planting. Ouais, habituellement, la saison de planting est quand? Puis tu disais tantôt, ça se termine un peu avant Speed Goat qui est juillet, fait que c'est plus tôt dans le printemps? Ouais, normalement, ça commence fin avril, puis ça va jusqu'à début, mi-juillet, mais avec possibilité, il y a des gens qui continuent plus longtemps que ça, mais moi, ça fait longtemps que je fais seulement 2-3 mois le maximum. OK. La dernière fois que tu étais venu au podcast, on en a parlé, tu étudiais en art visuel. Je suppose qu'à l'époque, le planting aussi, ça se combinait bien si la saison commence en avril, quand les sessions universitaires se terminent. Est-ce que tu es encore aux études en ce moment? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Non, c'est ça, là, quand c'est parlé la dernière fois, je terminais ma maîtrise en art visuel. Puis après ça, ça a été un peu comme je me disais que j'allais justement donner plus de mon temps à la course, à profiter de ça. J'allais prendre mon temps aussi avant de
de partir vraiment, si on veut, ma pratique. Mais tu sais, c'est parce qu'en art, c'est aussi un peu complexe que moi, je faisais de la sculpture. Je dis je faisais parce que là, ma pratique est comme non existante actuellement, justement parce que j'ai pas d'atelier pour le moment. Donc, c'était un peu... les choses sont arrivées un peu, comment je dirais... j'ai vraiment choisi de miser plus sur la course, puis de faire des choses, tu sais, de continuer à être comme engagée dans le milieu culturel là, à Québec, de d'autres façons. OK. Mais c'est ça, j'ai comme mis ma pratique un peu de côté. C'est pas pour dire que tu sais c'est terminé nécessairement, mais c'est ça, c'est que je mettais ça sur pause pendant le moment, avant de pouvoir avoir un espace pour travailler, en fait, là. Fait que ce qui devrait arriver sous peu, mais c'est ça, c'est toutes des choses qui prennent beaucoup de temps, puis des fois qui sont pas nécessairement, comment je dirais, tu sais, quand t'es artiste, c'est vraiment du travail, il faut que t'es travailleur autonome, tu fais beaucoup de démarchage, tu fais beaucoup de demandes de sub, tu fais beaucoup, puis moi, à la fin de ma maîtrise, j'avais vraiment pas le goût de faire ça. Fait que je me suis dit, ben, je me donne le temps de voir si l'envie revient comme naturellement, puis de pas le forcer. Puis, fait que, dans le fond, depuis que je fais ça, c'est ça. Je mets quand même beaucoup d'argent sur la course, mais sinon, moi, j'enseigne, je fais de la suppléance dans les écoles en art plastique. Je fais de la médiation culturelle, donc des ateliers d'art dans les écoles, les choses comme ça. Fait que je suis un peu, je prends des petits contrats par-ci par-là, mais sinon ça reste que c'est vraiment le planting qui est mon métier de subsistance, si on veut. Ouais. OK. Puis est-ce que tu en as fait encore cette année du planting? Ouais. Ben là, j'ai fait une petite saison de rien du tout parce que je suis allée tout de suite après Madère. J'ai fait un mois. Puis je suis revenue au début, autour de la première semaine de juin. OK. Pour faire l'équipe. Est-ce que ça te manque? Tu sais, je vais laisser le temps, l'envie de revenir, de créer. Est-ce qu'en ce moment, tu le sens? Là, tu dis que tu vas bientôt avoir un atelier. Est-ce que je suppose qu'après avoir été des années à étudier ça, tu baignes un peu toujours dans ta création. Là, d'avoir mis ça sur la glace puis de laisser le temps revenir en ce moment, comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens quand même bien par rapport à ça, dans le sens où, tu sais, je considère pas juste ça comme une carrière. Tu sais, je vois ça vraiment comme une pratique au même sens que la course. Puis, ce que je veux dire par là, c'est plus le fait que, tu sais, si je voulais vraiment avoir une carrière en art et vraiment subvenir à mes besoins juste avec l'art, ben peut-être que là, je serais un peu plus stressée de comment j'ai organisé ma vie depuis ma maîtrise, par exemple, mais parce que je sais que ça fait tellement partie comme intégrante de comme comment de la personne que je suis, on dirait que j'ai pas peur du fait que ça va reprendre la place au bon moment, si on veut. Puis pour moi, c'était comme il y avait l'art, il y avait la course, puis je me disais, tu sais, là, c'est un peu le moment de donner la chance à la course de devenir quelque chose de plus pour moi. Puis ça sera pas le moment quand je vais avoir, tu sais, je sais pas moi, 40, 45 ans, alors que, tu sais, l'art, je vais pouvoir en faire comme toute ma vie. Fait que c'est pas pour dire non plus que, tu sais, là, j'attends d'avoir fini avec la course pour recommencer. Mais on dirait que je suis quand même en paix avec le fait que tu sais, je suis habituée au fait qu'il y ait des cycles puis que il y a des choses qui viennent puis qui repartent. Puis je trouve toujours des façons, tu sais, pour moi, la course, il y a une dimension pratiquement artistique dans le sens que, tu sais, ma pratique en art, c'était vraiment une pratique de, tu sais, ce qui me passionne là-dedans, c'est le fait d'être dans une espèce d'état d'intensité avec quelque chose que tu es en train de faire, que tu comprends pas tout à fait, que tu découvres au fur et à mesure. Puis il y a vraiment, c'est assez proche en fait de la façon dont je me sens quand je fais un ultra, quand je fais une longue course. Puis je pense que c'est pour ça que j'adore les longues distances, c'est l'aspect, comme tu disais tantôt, contemplatif, mais contemplatif aussi de ce qui se passe dans ma tête, de comment est-ce que je perçois les choses, de mon rapport au temps, de toutes sortes de trucs comme ça qui se passe aussi quand je suis en train de créer quelque chose. Fait que c'est pour ça que je me sens pas nécessairement comme si je m'ennuyais, mais c'est sûr que c'est ça. Ça fait quand même partie des choses que j'aime beaucoup puis qui me manquent un peu quand même.
Ouais. Je comprends que ce que l'art, une partie de ce que l'art t'amenait, tu vas le retrouver dans le trail, puis c'est intéressant. C'est pour ça que je t'avais dit là qu'on commence, j'aime ça toujours aborder ça. Tu sais, j'ai reçu Roxane Vermette récemment, j'ai reçu dans les dernières années, tu sais, Johan Rock, Anne Genet, c'est des styles artistiques différents, mais ce lien-là entre les deux, tu sais, moi je viens d'un background, j'ai baigné beaucoup dans le monde du théâtre et tout ça, puis je vois tellement de similitudes, puis on dirait que pour des gens qui sont moins familiers, qui sont moins proches de l'art, c'est deux choses qui sont vraiment aux opposés. Des fois, tu sais, la performance sportive et l'art visuel. Et pourtant, j'ai l'impression qu'à entendre Roxane, entendre d'autres, il y a vraiment un rapprochement. Tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait 1000 projets créatifs. J'ai fondé des compagnies de théâtre. Puis, en ce moment, j'ai que le podcast. Puis, ça me comble exactement de la même façon parce que tu crées quelque chose, t'engages, ça mène à des... Tu sais, ça t'engages la discussion avec des gens, tu t'inventes de quoi. Tu sais, dans ce cas-ci, c'est des discussions, d'autres fois, c'est autre chose, mais on trouve ce besoin-là. On réussit à se nourrir, en fait, avec différentes affaires. Puis je trouve tellement que le sport, puis comme tu dis, le trail, c'est pas parce que c'est notre sport puis il est meilleur que les autres, mais il y a ce volet-là. T'as bien beau être en intensité, on sera jamais à 3 minutes du kilomètre dans le sentier pendant 135 km. Fait qu'on a des moments où même dans une performance, on peut justement être en mode contemplatif ou être en train de créer quelque chose dans sa tête, de se donner des idées pour quelque chose, ça nous nourrit. Fait que c'est intéressant ce lien-là fort entre les deux choses qui peuvent avoir l'air d'être aux antipodes. Ouais, vraiment, mais je pense que c'est comme, tu peux être plus type A, tu peux être plus type B, tu sais, c'est comme, les gens sont vraiment comme, ils voient les choses, tu sais, c'est ça, moi, je suis tellement pas dans les chiffres, je suis tellement pas, je suis tellement plus dans l'intuition, fait que, je veux dire, ça, pour moi, c'est comme, c'est deux rapports différents, là, pour simplifier les choses, là. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont différentes, perspective par rapport à ça, puis qui, tu sais, je veux dire, l'un n'exclut pas l'autre non plus, là. Mais ouais, c'est intéressant de voir comment ça peut être vraiment différent d'une personne à l'autre, justement. Ouais. Tu disais qu'en ce moment, tu veux donner la chance à la course, tu sais, pousser, puis clairement, tu as les performances qui suivent cette ambition-là, mais j'ai l'impression, puis je passe en gauche avec ma question, mais j'ai l'impression qu'on est dans une ère où pour se professionnaliser ou pour en gagner une partie de sa vie, il y a un volet qui n'a aucun lien avec les performances. Il y a un volet qui est la présence sur les médias sociaux, le développement. Je parlais avec des gens qui me disaient j'ai bien beau avoir des grosses performances, il a fallu que je lève le téléphone puis que je fasse du démarchage, même si j'avais des podiums sur des courses internationales. Toi, dans ton cas, comment tu le vis ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, est-ce que c'est un défi? Parce que je pense que tu es assez discrète sur les médias sociaux, puis c'est tout à ton honneur de te respecter là-dedans, mais on dirait que c'est un sport qui est dans une partie weird de son développement où c'est quasiment lié à être présent sur les médias sociaux et performer. Ben, je pense que ça touche toutes les styles, même en dehors du sport. Ma sœur est musicienne, puis c'est comme, c'est un peu un impératif pour n'importe quelle personne qui doit... Je sais pas, avoir, tu sais, je trouve que c'est pas juste, j'ai l'impression que c'est nécessaire pour toutes sortes de sphères différentes, qui est plus en lien peut-être avec justement la performance publique, justement, là, dès que tu rentres en contact avec des spectateurs, avec des gens qui te regardent, ben ça demande ça. C'est sûr que moi, c'est quelque chose qui me met assez mal à l'aise, qui est vraiment pas naturel pour moi. Tellement une personne je suis assez maladroite aussi par rapport à entrer en contact ou être tu sais, avoir beaucoup d'attention. Je suis vraiment une personne de one-on-one. J'aime quand les choses se font comme par le biais de justement la vie, là, tu sais, qui est pas de pas sentir qu'il y a déjà comme des attentes par rapport à une interaction quelconque. Fait que c'est sûr que, tu sais, je me suis longtemps dit, c'est sûr que si je veux avoir du succès, ben, il va falloir que je fasse un effort, il va falloir que je commence à partager les choses. Puis à chaque fois, c'est pas nécessairement que je veux pas, c'est juste que j'ai comme un profond malaise avec le fait, tu sais, je me dis, mais je m'adresse à qui au juste, tu sais, on dirait que des fois, quand les gens, c'est comme si j'avais déjà comme des gens qui étaient comme intéressés d'emblée, mais je serais comme, OK, mais ça me fait plaisir de partager les choses parce que j'ai plein de choses à dire.
j'adore écrire. Tu sais, il y a des choses que je pourrais me voir faire, mais c'est ça, je pense que c'est juste comme, pour moi, c'est juste pas évident de peut-être commencer. Puis là, j'essaie juste de trouver comme une façon qui va qui va être plus proche de moi puis qui va être plus naturelle pour moi. Tu sais, je pense que je serai jamais la personne qui va commencer à poster 3 fois par jour là ou tu sais ça c'est impossible. Mais après ça, tu sais, j'espère que les performances demeurent. Mais en fait, je pense même pas ce que j'allais dire. J'espère que les performances demeurent plus importantes que la façon d'interagir au quotidien avec les gens. Mais en fait, tu sais, moi, je suis vraiment pas contre qu'il y ait des gens qui soient juste là en tant qu'influenceurs. Puis je pense pas qu'on a besoin d'être des gens qui sont qui arrivent dans les premiers pour avoir du support ou avoir, tu sais, c'est vraiment pas ça. Mais c'est juste que j'aimerais quand même qu'il y ait en contrepartie le fait que ce soit tout aussi important tu sais, le fait que moi je prends ça très sérieusement, que j'aimerais ça que ça ait aussi une valeur, mais des fois j'ai l'impression que tu sais j'étais un peu naïve au début, je me dis ben si j'ai assez de bons résultats, ben je vais avoir du support éventuellement puis ça va venir à moi. Ouais. Mais là, j'ai réalisé rapidement que ben non, il va falloir que je fasse des efforts pour aller chercher le support, puis c'est correct, tu sais, je suis pas ça me dérange pas plus que ça au final. Ouais. Mais je pense qu'on est dans un sport qui commence à devenir un peu plus grand en termes de popularité ou en termes d'intérêt des gens. Il y a 5 ans, le trail, c'était encore l'espèce de sport que personne ne sait trop que ça existe si t'es pas dans cette sphère-là. Mais, tu sais, je veux dire, un joueur de hockey ou un joueur de tennis ou peu importe, s'il gagne des gros tournois puis s'il a des grosses performances, qu'il y ait un compte Instagram qui existe en dehors de sa performance, qui existe sur les médias sociaux, ça change absolument rien. Le joueur de hockey qui est le meilleur au Canada va être repêché, qu'il ait un Instagram ou pas. Puis le trail, comme d'autres sports en développement, comme ça, il est comme pas cette nécessité-là, mais les marques, avant d'investir dans quelqu'un, ont besoin de se dire, c'est pas juste par les performances, il faut qu'il y ait tout le reste autour. Puis c'est ça qui est un peu particulier. Puis tu sais, j'avais fait un panel avec Mélodie, Geneviève et Rémi, exactement sur ce sujet-là, de dire si tu veux te professionnaliser en trail, qu'est-ce que ça implique? Puis c'est une Mélodie qui a une facilité à connecter puis qui est bonne dans sa création de contenu. Tu avais un Rémi qui expliquait que c'est peut-être moins naturel chez lui, mais en même temps, Rémi, je pense que c'est un bel exemple au Québec de quelqu'un qui, oui, fait du contenu, oui, mais qui est pas dans du contenu léché, qui est travaillé comme d'autres peuvent le faire, puis qui est vraiment en termes de je gagne des courses, voici les performances, puis les performances parlent d'elles-mêmes, fait que c'est encore possible, mais le trail est vraiment un drôle de jonction. On dirait que dans 5 ans, peut-être avoir un discours complètement différent où ça va être terminé, cette nécessité-là d'être des athlètes influenceurs. Là, je le mettrais caricatural, c'est pas ça, mais quand même un peu. Oui, tout à fait. Je trouve qu'à travers les années, il y a toujours eu du monde qui se sont démarqués. Moi, j'aime beaucoup des Zach Miller aux États-Unis ou des Anton Krupicka qui ont réussi un peu à tirer leur épingle du jeu en faisant quelque chose que personne d'autre faisait. C'est des gens qui sont des bons rédacteurs qui savent bien partager leur ressenti d'une manière plus artistique puis être un peu moins dans le voici le real recap avec les 8 caméras qui me suivaient pendant la course. Oui. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est qu'au final, mon espoir, c'est aussi qu'il y ait de la place pour. Je pense que c'est ça l'idéal, c'est qu'on peut réussir à trouver sa propre façon qui colle avec qui on est. Puis pour moi, je pense que c'est sûr que c'est ça. Je pense que des fois, il y a quelque chose qui va faire en sorte que peut-être, c'est justement dans le cas de Rémi, le fait d'être signé chez Brooks, ça a fait en sorte que ça a légitimisé d'une certaine façon, puis ça a fait en sorte que maintenant, j'ai un contrat, donc il faut que je le fasse, puis ça devient comme naturel, puis ça amène toutes sortes un nouveau public aussi qui recherche ce contenu-là. Là. Fait que je trouve des fois, les choses se font graduellement, puis se font bien, puis c'est ça. Fait que c'est pas... c'est ça, en autant que ça soit en concordance avec la personne qu'on est au final. Ouais. Ouais, je pense que chaque marque aussi a sa façon de faire, dans le sens que, je pense que c'est Elisa qui me racontait qu'avec Brooke, justement, Elisa est un peu comme ça, elle disait, c'est pas naturel de créer ce contenu-là, puis elle disait chez Brooke, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on s'en va qu'en entraînement, puis ils nous fournissent tout le stock, fait que ça devient facilitant, parce que ces marques-là, je pense qu'ils doivent comprendre aussi que
ces athlètes-là leur priorité numéro 1, c'est leur pratique du sport. C'est pas d'entretenir un Instagram. Donc, oui, ça peut être nécessaire, ça peut aller de pair, mais je pense qu'il y a des marques comme Brooks et comme d'autres qui comprennent cette réalité-là puis qui fournissent du contenu un peu plus fait, puis cassez-vous pas trop la tête, regarde, t'as des belles photos, amuse-toi avec ça, puis c'est tout. C'est ça, Puis je pense que chaque marque a des attentes différentes. T'as des écuries entre elles, des marques qui s'en foutent complètement de la présence médias sociaux, puis c'est correct aussi, tu sais. Fait que, mais c'est particulier. Au-delà de l'aspect social de ce développement-là, l'aspect coaching, et j'ai appris moi en fin de semaine que c'est Jonathan qui était un des co-animateurs du live anglophone qui est ton coach. Parle-moi de cette rencontre-là. Depuis quand t'as un coach, puis qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique du sport? Depuis, ça date de juste après l'UTHC l'année dernière. Fait que Jonathan m'avait écrit sur Instagram, justement. Moi, il faut que ce soit ça, sinon moi, je fais rien. Fait que les gens viennent voir vers moi. Fait qu'il est venu, mais en fait, Jonathan et moi, on s'était rencontrés au Chic-Choc à la course aux 62 km. Puis, il m'avait dépassé à la fin, puis je l'avais redépassé, puis on avait jasé après ça. Puis après ça, on s'était toujours suivis, on souhaitait bonne course, on prenait des nouvelles de temps en temps. Puis c'est ça, après l'UTHC, je pense ça devait pas faire très longtemps qu'il avait parti comme plus sa business de coaching. Puis il m'a offert, c'est ça, de m'aider. Fait que j'ai dit j'ai accepté volontiers. Puis tu sais, je pense que la raison pour laquelle je sentais déjà que ça allait être comme une bonne collaboration, c'était le fait que c'est quelqu'un qui aussi qui écrit, qui réfléchit aussi à la course un peu de manière peut-être plus justement artistique. Donc moi, ça connectait avec moi de ce côté-là parce que tu sais, au-delà de comme l'entraînement au jour le jour, j'ai surtout besoin de parler, tu sais, de comment je me sens, de qu'est-ce qui se passe dans ma tête. C'est quasiment plus ce côté-là dont j'avais besoin, puis d'avoir quelqu'un qui est comme plus objectif aussi, puis qui peut juste me donner un feedback là, par rapport à comment les choses se déroulent. Fait que non, c'est ça a été super depuis. Ça m'a quand même vraiment... ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de confiance, puis de confiance en moi, puis de dire, moi, je réponds quand même assez bien aussi à... Quoique Jonathan n'est pas très comme dur envers moi, mais tu sais, d'avoir quelqu'un qui a des attentes, puis de partager ces attentes-là, puis d'avoir comme d'avoir un but commun, dans le fond, ça m'énergise. Fait que non, c'est vraiment... ça a juste été positif là, depuis. Ouais. Puis cette transition-là de passer à un entraînement plus autodidacte à avoir quelqu'un qui contrôle, pas qui contrôle, mais qui propose une certaine partie de l'entraînement, comment ça se passe pour toi? Comment tu le vis, ce changement-là? Ah, mais ça se passe super bien. Je pense que ça enlève justement... je pense que je suis quelqu'un qui veut en faire beaucoup en général, pas juste par rapport à la course. Puis vu que j'ai pas... Tu sais, je passe beaucoup de temps à tu sais, mon travail est jamais structuré. Tu sais, je fais pas du 8 à 5. Fait que c'est sûr que c'est toujours un peu à moi de voir comment j'organise toutes mes journées, puis ça fait en sorte que des fois je peux m'en mettre comme énormément, puis des fois la course c'est comme la dernière chose qui me reste à faire à la fin de la journée. Fait que même si j'ai beaucoup de temps, je le remplis vite, puis des fois c'était vraiment lourd à porter parce que j'étais pas capable de prioriser ces choses-là justement. Fait que juste d'avoir quelqu'un qui est comme aujourd'hui, c'est ça. Puis après ça, moi, je réorganise les choses en fonction de comment j'organise ma semaine. Mais ça a fait en sorte que ça m'a enlevé un peu du fardeau de justement avoir à tout décider moi-même. Fait que ça a comme allégé un peu le rapport à l'entraînement au quotidien. Fait que ça a été vraiment bien. Et je dirais que ça s'est fait vraiment... ça s'est fait facilement, le passage. J'avais besoin de ça, en fait, pour me sentir mieux, je pense. Ouais. Puis, sans entrer dans les chiffres, les détails, tu le disais tantôt, t'es pas une fille de chiffres, puis moi non plus, côté stats d'entraînement, il y en a pas, mais c'est quoi ta recette qui fonctionne pour un QMT 135 en préparation? C'est quoi une semaine typique ou c'est quoi un bloc d'entraînement typique qui a fonctionné pour toi, clairement, avec une victoire comme ça, mais avec une journée où tu as assurément des bonnes sensations du début à la fin?
Ben, pour le QMT, c'est comme dur à dire parce que dans le fond, tu sais, c'est comme un peu, vu que j'avais comme 4 semaines après le planting, c'était vraiment de récupérer. Fait que ça a été de pas en faire énormément. Tu sais, je pense que la plus grosse semaine que j'ai faite, ça va avoir été près de 110 km. Puis normalement, j'essaie depuis peut-être des dernières 2 années, tu sais, je vais faire une semaine à peut-être 100 000 comme peak week, puis après ça, on redescend un petit peu. Mais là, c'était pas du tout ça dans ce cas-ci parce que c'était impossible. Là. J'étais vraiment, vraiment fatiguée en revenant du planting. Fait que ça a été vraiment juste de faire un mini build, puis après ça, de focusser plus sur se reposer, être là, être présente comme mentalement aussi, d'être capable d'être dans un bon espace mental. Puis de pas juste trop paniquer justement par rapport au fait, oh mon Dieu, j'en fais pas assez, ou j'en ai pas fait assez. Puis sachant aussi que, tu sais, je garde en tête que j'avais fait Madère à la fin avril. Fait que c'est comme ça, c'était comme un gros effort que j'espérais allait m'aider à bien performer la fin de semaine dernière. Mais c'est ça, tu sais, sinon, autrement, là, je dirais que c'est quand même, tu sais, tu sais, je fais quand même du gros volume, mais pas tant que ça non plus. Tu sais, ça va être des semaines, tu sais, des 150, 160 km, mes plus grosses semaines, puis après ça, on redescend. Fait que ça ressemble à ça, généralement. Ouais. Est-ce que d'avoir un coach, ça aide à lâcher prise ou sur la pression qu'on peut se mettre? Tu disais tantôt, tu sais, d'apprendre à en faire moins. Puis moi, je me rappelle, ça fait 5 ans que j'ai un coach, fait que c'est rendu mon quotidien depuis 5 ans, mais je me rappelle avant, sans avoir d'objectif de performance, j'étais comme, il me manque une couple de grosses semaines. Puis là, tu mets un peu ta confiance dans la cour de quelqu'un qui, lui, c'est l'expert, puis te dit, ben, c'est normal que tu fasses une semaine de 60 kilos maintenant, je te l'exige parce que tu en as besoin. Avant, je me permettais pas ça. Ben, pas je me perds. Ben, j'aime ça courir, je courais beaucoup, mais de devoir se limiter de l'autre sens. Des fois, c'est pas tant de dire, je vais faire des semaines de 200, c'est les semaines de 50 qui peut être payantes avant une course, mais que si c'est pas un coach qui te le dit, tu culpabilises quasiment de devoir faire une petite semaine. Ouais, ben oui, mais aussi moi, des fois c'était aussi, tu sais, j'ai quand même une année comme stressante, puis des fois c'était moi qui voulais en faire moins, puis je me sentais mal par rapport à ça, mais juste que lui, c'est comme pas grave, c'est pas grave, tu sais, d'avoir ça, même quand ça vient, tu sais, parce que des fois oui, tu veux en faire plus, mais que à l'inverse justement, si tu veux en faire plus, tu vas être comme, ben tu peux en faire plus si tu veux, tu sais, d'avoir toujours cette espèce de confirmation, si on veut, c'est sûr que ça aide, puis que ça rassure, en fait. Ça enlève le fardeau de se dire, c'est tellement facile de juger dans un sens comme dans l'autre. Fait que c'est sûr que d'avoir l'autre personne pour te dire, c'est correct, ben, c'est sûr que ça aide, ouais. Puis une chose qui a changé aussi depuis que je suis suivie, là, je repense à ça, c'est plus le fait que, tu sais, avant, j'avais plus tendance à faire, tu sais, en faire beaucoup, mais que mes séances d'intensité étaient peut-être moins difficiles un peu. Fait que là, de miser plus sur ces séances-là, puis qu'après ça, tout le reste, c'est comme du bonus, là, si on veut. Fait que ça peut changer aussi, ouais. OK. Là, on parle du build-up vers le QMT. Je pense qu'on est rendu à parler de la course qui nous intéresse. Ici, on va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on se parle de l'autre côté. L'été au Québec, il y a 2 options de température, hein. Chaud, puis chaud ultra humide. Puis quand tu cours, tu randonnes ou tu fais du vélo dans cette humidité-là, ben tu réalises assez vite qu'un bon vêtement technique, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce qu'il y a une méchante différence entre un chandail qui colle sur toi après 20 minutes, puis un tissu qui évacue la sueur, sèche rapidement, puis te permet d'oublier ce que tu portes pour te concentrer sur ton activité. Tu sais, une bonne paire de shorts qui frotte pas, ça permet de pouvoir profiter de l'extérieur quand il fait 30 degrés et ressenti de 40. Puis ça tombe bien parce qu'Altitude Sport a littéralement des centaines d'options pour t'équiper. Crois-moi, tu vas trouver exactement ce qu'il te faut parmi plus de 400 marques premium. Puis comme toujours, Altitude Sport rend ça simple. C'est une entreprise canadienne basée à Montréal. Tu commandes aujourd'hui, c'est livré demain partout au Canada, puis le jour même à Montréal. Et si jamais la grandeur est pas bonne ou que c'est pas exactement ce que tu cherchais, ben les retours sont super faciles avec un simple code QR, pas besoin d'imprimante. Fait que va sur altitudesport.com et utilise le code pas sorti du bois 2026 PASSORTIDUBOIS 2026 pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Faut juste créer un compte. Le lien et toutes les conditions sont dans la description.
Le Québec Mégatrail vient à peine de se terminer, mais si tu suis le trail dans les dernières années, tu le sais que c'est maintenant qu'il faut penser à t'inscrire pour 2027. C'est ça la réalité aujourd'hui avec le gain en popularité du trail et la masse de personnes qui veulent participer à un événement de calibre international comme le QMT. Donc, si tu veux pas manquer ta chance et que tu veux un tarif réduit, ben c'est maintenant que ça se passe. Il te reste quelques jours pour profiter du tarif Early Bird qui donne jusqu'à 25% de rabais. Mais attention, c'est pour une quantité limitée de dossards, alors niaise pas. Le Québec Mégatrail a des distances allant de 1 à 135 km avec des parcours accessibles pour faire ses premières armes en trail, comme des parcours ultra exigeants et techniques pour ceux et celles qui aiment le fun de type 2. Le QMT 2027 aura lieu du 1er au 4 juillet 2027 sur les plus beaux sentiers de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré. Inscris-toi dès maintenant au ultratrailcanada.com. On est de retour avec Valérie Arsenault. Je pense que c'est le temps qu'on parle du Québec Mégatrail, le 135. Ça fait à peine quelques jours que ça s'est terminé, mais comme je le disais en introduction, je me rappelle pas avoir accueilli une invitée après avoir suivi aussi intensément de près une course parce que cette année, on avait des caméras un peu partout sur le parcours, mais on était surtout en live toute la nuit, toute la journée, puis on avait chaque passage des ravitaux, puis on t'a vu jamais concéder une seconde sur cette course-là, de toujours creuser ton écart, puis c'est drôle, je finalisais l'épisode de la semaine passée où Nico et moi on posait à Julie Lesage, c'était quoi d'avoir Anne Champagne dans le cul toute la course? C'est un peu caricatural, mais le fait qu'Anne Champagne était toujours sur le bord de Julie, puis pour la 3e place, c'était la plus grosse bataille qu'on a eue sur le 135, c'était la bataille pour le podium parce que les deux coureuses se relançaient. Dans ton cas, tu étais suivi de près par Elisabeth Cochon, Julie Lesage, Anne Champagne, des excellentes coureuses, puis tu as eu une course qui, en apparence, pour nous, a été parfaite parce que, justement, comme je dis, de ravito en ravito, tu creusais cet écart-là. J'ai le goût qu'on entre dans ton ressenti de toi, ta course, comment tu l'as vécu. Sur la ligne de départ, comment tu te sentais? C'était quoi ton état d'esprit? Ben, c'est sûr, il y a toujours un peu de nervosité, mais honnêtement, j'étais vraiment bien. 2 semaines avant la course, j'aurais jamais pu croire que j'allais me rendre à me sentir aussi bien. Mais on dirait que peut-être quelques jours, peut-être 5 jours avant la course, on dirait que j'ai comme eu un changement de mindset total. Puis je me suis dit, j'ai comme compris comment il fallait que je réfléchisse à la course pour être en mesure de donner le meilleur de moi-même puis de pas déjà être en train de me limiter, à l'avance. Fait que je pense que je suis quand même partie, là, mis à part c'est ça, la nervosité normale que tout le monde ressent au début d'une course. Là, j'étais quand même bien, puis je savais que j'allais me lancer dans quelque chose. Je savais quels étaient mes objectifs. Fait que j'étais bien avec ça. J'étais bien avec le départ, là. L'apprentissage ou l'expérience que tu as acquis justement sur Arikana 125, Mi-Août 115, des courses qui se comparent en termes de durée d'effort. C'est des courses de 100 quelques kilomètres très techniques. Bon, on a l'air un petit peu plus de grimpe que les deux autres, mais d'avoir fait ces courses-là dans le dernier 9 mois, est-ce que ça t'amenait une confiance supplémentaire ou est-ce que ça t'amenait... Tu savais dans quoi tu t'embarquais, tu savais comment pacer ton effort? Ouais, définitivement. C'est sûr que, Arikana, la première fois que je partais pour une aussi longue course comme ça, je pouvais pas savoir à quoi m'attendre. Fait que j'étais vraiment j'avais beaucoup de respect pour la distance, puis je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Là, je trouve déjà que je commence à comprendre comment ça fonctionne. Pas juste la distance, mais juste compétitionner à ce niveau-là, puis faire ce genre de choses-là, parce que c'est ça que j'ai eu des courses vraiment plus difficiles, puis là, à plusieurs reprises, puis là, quand je suis allée à Madère, c'était impératif que je termine la course. Pour moi, c'était peu importe ce qui se passe, il faut que je termine. Puis j'ai tellement réglé des trucs dans ma tête pendant cette course-là, fait que ça m'a quand même vraiment mis en confiance, où je me disais, si j'ai capable de terminer Madère, ben je suis capable de terminer le QMT. Puis je dis ça, mais en même temps, c'est fou à quel point, même pendant les 20 premiers kilos de la course, je flirtais avec l'idée de l'abandon pendant le QMT, là. Puis c'est quelque chose que maintenant, avant, j'aurais comment je dirais, ça m'aurait fait paniquer de penser à ça, mais maintenant, je le vois comme presque un passage obligé où c'est sûr que ça fait peur de s'embarquer dans quelque chose qui est aussi long, puis de se dire, ben, pendant tout ce temps-là, je vais être un peu... je vais être susceptible à ces pensées-là.
Puis à n'importe quel moment, je pourrais laisser trop de place à ça puis me désengager complètement de la course. Fait que plus, tu sais, on dirait que là, j'ai compris que, tu sais, quand ces choses-là se passent, ben c'est comme je laisse ça me traverser. Tu sais, dans le fond, je considère la chose, mais ça vaut pas plus qu'une pensée positive, ça vaut pas moins. C'est juste quelque chose qui arrive, puis ça fait partie de compétitionner dans ce genre d'événement-là qui demande tellement de temps, puis c'est tellement difficile de comprendre ça, de comprendre ce qu'on s'apprête à faire, de comprendre ce qu'on est en train de faire aussi. Ouais, je sais pas si je réponds à ta question, là, Non, mais je c'est fais juste intéressant. penser à comment Est-ce que c'est ça le déclic que tu dis que tu as eu à Madère? C'est de pouvoir accueillir ces pensées-là, que pas essayer de les chasser parce que, comme tu dis, ils vont arriver inévitablement, soit quand ça va être dans le dur, soit quand tu as 14 km de fait, puis tu te dis, il m'en reste 115. Je veux dire, tu peux pas le penser de même, mais ça va arriver nécessairement qu'on va penser de même. Ouais. Ben, oui, c'est ça. Ben, je pense que, justement, moi, c'est quelque chose que ça m'est arrivé tellement de fois de paniquer. Tu sais, les choses vont... C'est comme un scénario très fréquent pour moi. C'est comme les choses vont super bien, ça commence super bien. Puis là, tout d'un coup, là, la minute où je commence à sentir une baisse d'énergie, où les choses se passent pas, où je me fais dépasser, quelque chose comme ça, je laissais ça vraiment m'affecter à un point qui faisait en sorte que j'étais plus capable de répondre à quoi que ce soit, puis je me disais ben ma course est finie, alors que il y a tellement de temps devant soi dans des courses d'ultra que c'est comme tu peux pas laisser ces choses-là t'affecter à ce point-là parce que tu seras jamais capable de vraiment te surprendre, tu sais, tu seras jamais capable de savoir c'est quoi ton potentiel. Fait que tu sais ça a été ça tu sais, avant c'est ça, j'étais très je voulais performer, puis je préférais ne pas terminer que de rester engagée dans la course puis de voir qu'est-ce qui pouvait arriver. Puis là, on dirait que depuis Madère, je me suis dit ben puis j'étais seule à Madère aussi, puis ça a comme forcé le fait que j'étais comme des fois d'avoir des supporters, ça peut c'est pas nécessairement comme c'est plus facile de dire genre j'ai le goût d'arrêter puis là qu'ils soient comme ben oui, il y a pas de problème. On arrête. Mais là, j'étais toute seule, fait que j'étais comme, là, on finit. Fait que, c'est ça, je pense que ça va m'avoir beaucoup aidé, là, dans le cas du QMT. Fait que Madère, tu l'as fait 100% seul avec des drop bags. Ouais, vraiment seule. Je suis allée en solo du début à la fin, puis ça a été justement toute une expérience, surtout pour le avant et le après. Parce que pendant la course, c'est une chose. Puis c'est sûr que j'aurais bien aimé avoir une équipe, mais je l'avais pas anticipé comme arriver. Puis là, il faut que tu fasses tout seul. Là, c'était vraiment, mais je suis très contente de l'avoir fait comme ça. Puis je pense que j'avais besoin de ça justement. Ouais. Oui, puis des fois, en fait, les deux stratégies sont aussi bonnes. Avoir un crew, ça amène plein d'avantages, mais des fois, il y a une perte de temps supplémentaire, puis on l'entend de la part de plein de monde le raconter. Tu sais, je voyais que celui qui l'a remporté, le 135 chez les hommes, Kamil Lesniak, le Polonais, était seul, sauf à Saint-Tite. Sa femme était là avec deux jeunes enfants, fait qu'elle n'allait pas se taper la nuit du cap, je sais pas quoi, à l'autre cap. Puis, tu sais, donc, il était dans ses drop bags, il arrivait au massif au drop bag, puis il arrivait avec une efficacité super, tu sais, chaque pas qu'il faisait, chaque mouvement était calculé pour prendre le moins de temps possible, alors que d'autres arrivaient dans les ravitaux puis ils prenaient le temps de s'asseoir, puis c'est deux stratégies, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais des fois, d'être vraiment 100% solo, tu te dis, ben, j'ai pas de temps à perdre au ravito, je suis tout seul, j'ai pas de discussion à avoir, faut juste que je reparte. Puis des fois, ça empêche le moment que tu t'assois, puis que là, les petites pensées intrusives peuvent venir te visiter pendant que tu es assis, tu manges, tu te dis, hey, on est bien assis, hein. Fait que il y a deux approches, mais c'est le fun d'entendre, voir à quel point à Madère, ça a pu t'aider à ta course. Dans le cas du QMT, t'es arrivé avec une équipe, t'étais à la maison. Parle-moi de l'équipe qui t'a suivi, c'était qui? Puis c'était quoi la stratégie pour eux dans leur journée à t'accompagner? Ouais, ben oui, c'est ça. Puis après ça, je dis, j'avais besoin de pas avoir d'équipe, mais je pense que c'est tout aussi, c'est tellement le fun de pouvoir avoir la chance d'être accompagnée. Puis ils ont été excellentes là, fait que c'était trois de mes amis. Puis il y avait ma soeur qui était là aussi, qui c'était sa première expérience là de me suivre dans une course comme ça. Fait que ça a été vraiment
Ben c'est ça, j'ai adoré ça aussi, puis j'ai été capable aussi de leur dire exactement ce dont j'avais besoin, puis ils ont vraiment exécuté à la perfection. Fait que tu sais, c'était comme le meilleur des deux mondes parce que d'une part, tu sais, ça fait tellement plaisir de voir juste même si c'est pour 2 secondes là, c'est un boost énorme. Puis c'est ça. Fait ils ont très bien géré. Puis j'étais très contente de les avoir. Puis après ça, c'est comme quand tu fais une course avec une équipe, tu te dis j'aurais pas pu le faire sans elle. Mais c'est juste que dans le fond, c'est un peu comme faire un 100 km versus faire un 160 km. C'est comme si tu pars avec l'idée que tu vas avoir quelque chose ou que tu vas avoir à traverser telle distance, ben le 2 km de plus que ce que tu penses devoir faire va être interminable, mais si tu pars avec... Fait que c'est toujours ça, c'est comme si j'avais pas de pacer, puis jamais j'ai pensé « Ah, j'aurais donc aimé avoir un pacer », mais si j'avais eu quelqu'un que j'aurais été très contente aussi, là. Ouais. Et c'est souvent ça pour les distances aussi. Tu sais, je me rappelle avoir fait Bromont une année, puis j'étais sur le 160, puis Joanie Desroches, qui avait gagné le 80, m'avait dit après, je peux pas croire à repartir sur une deuxième boucle, mais je pense que c'est un état d'esprit. Tu t'inscris à un 80 kilos, à 50, tu vas être tanné, puis tu vas être dans le creux, tu vas pogner ton mur. Si tu t'inscris à un 160, après 50, ça se peut que tu sois frais comme une rose, juste parce que, bon, le pacing est différent, mais l'état d'esprit, tu sais, puis c'est pareil, moi, je faisais le 30 dimanche, puis après 25, j'étais comme, je n'ai plein, tu sais, comme si j'étais sur un 160, puis j'arrivais à la fin, mais tout est une question de ce que tu t'imposes ou c'est quoi ton mindset. Parle-moi du Sentier des Caps la nuit. Tous ceux et celles qui ont fait le 135 le racontent parce que c'est encore tôt dans la course, mais il est ardu le Sentier des Caps. Il y a des longs stretches sans voir de civilisation ou d'humain. Et t'es de nuit. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, j'ai trouvé ça difficile. J'avais déjà fait le Sentier des Caps en grande partie, sauf la partie là, qui s'en va vers Saint-Tite-des-Caps, en fait. Là. J'avais déjà fait le sentier jusqu'au Cap Tourmente. Fait que la dernière section, je l'avais comme jamais faite, puis je l'ai trouvé quand même pas mal plus difficile que ce que je pensais. Puis dans mes crew notes, on avait dit comme le bout difficile commence dans la Mestachibou. Là, j'étais comme c'est déjà difficile, là. Je trouvais ça vraiment, j'étais comme dans le fond, c'est pire ça que la Mestachibou, finalement. Je pense que les deux sont difficiles à leur façon. Mais ce que je trouvais difficile, c'est plus le fait que c'est très dur de courir. C'est dur d'avoir un bon... Tu es toujours en train de t'arrêter. Toujours le sentier est un peu en devers. Mais j'étais contente que ça se fasse la nuit, moi, parce que je trouve qu'il y a comme quelque chose la nuit où tu es un peu plus dans un état second, puis tu vois moins le temps passer. Je pense que j'aurais trouvé ça plus difficile, justement, si ça avait été comme vraiment dans la chaleur. Puis le fait que ce soit pendant la nuit, c'était positif pour moi. Puis, tu sais, c'était magique de voir le soleil se lever vers la fin, là, tu sais, au moment où t'arrives sur l'espèce de rocher puis tu vois le fleuve, tu sais, c'était super beau. Le timing pour ça était comme excellent. Mais c'est ça, je trouve que c'est quand même un sentier qui peut être, tu sais, au début un petit peu plus... qui se court bien, en fait, mais c'est la fin qui est plus difficile, disons. Ouais. Puis toi, dans une course que tu menais comme ça, est-ce que de ravito en ravito ou quand tu vois ton équipe, tu veux savoir l'écart? Est-ce que c'est des données que tu as besoin pour continuer d'avancer? À ce moment-là, je voulais le savoir. Ouais, j'allais demander c'était quoi l'écart. Puis ils sont restés, ils sont demeurés vagues, disons. Ils me disaient que j'avais suffisamment de temps, mais ils m'ont pas donné de temps. Justement, ils m'ont dit un nombre de kilomètres qui veut, tu sais, à ce moment-là, ça voulait pas dire grand-chose pour moi, mais je savais que c'était relativement un bon écart, mais je prenais ça comme j'ai pas de temps à perdre non plus, là. Ouais. Puis j'avais aussi en tête que, tu sais, je savais que je creusais. Ce que j'avais le plus en tête, c'est que j'avais déjà l'idée de descendre sous la marque de Marilyn l'année dernière. Fait que ça, je savais que, tu sais, ça, j'avais une idée j'avais les splits en tête. Fait que je savais que je creusais l'écart. Mais c'était plus ça. J'étais comme là, on essaie d'aller le plus bas possible, si on veut. Fait que c'était plus ça la motivation que de me dire je veux pas me faire rattraper à tout prix. Puis ça me permettait il y a comme quelque chose de plus positif de dire je veux gagner du temps que je veux pas en perdre, je veux pas me faire rattraper, admettons. Ouais. Oui, puis à mesure que la course avançait, rapidement, tu as pris plus d'écart sur le record de l'année d'avant que sur Elisabeth qui était deuxième parce que, bon, premier tiers de course, les 4
qui te suivait était tout près l'une d'elles. Nous, on avait l'impression qu'ils couraient ensemble, mais c'était à quelques minutes près. Mais je me rappelle avec Nico, on commentait, puis je me rappelle même au Mont-Saint-Anne, quand Elisabeth est passée, elle était 25 minutes derrière toi. Ça peut sembler beaucoup, puis on se le répétait, mais c'est vraiment pas beaucoup dans un sport où, tu sais, je veux dire, 1h30 d'avance avec 10 km à faire au fondeur, c'est pas la même game, mais 20 minutes, 25 minutes en trail, c'est pas grand-chose. C'est à une petite fille qui vire, puis quelques kilomètres plus lent pour t'en remettre, de perdre cet écart-là. Fait que, veux pas, des fois, comme tu dis, de le savoir, c'est un peu un couteau à double tranchant. Dans ce cas-ci, après ça, l'écart, c'est comme ça se creuser, mais vous êtes maintenu quand même proche jusqu'au Mont-Saint-Anne, qui est à plus de 100 km du départ, là. Oui, puis c'est dur à dire aussi quand tu connais pas un parcours. Évidemment, je connaissais bien plusieurs sections, mais je savais pas trop à quoi m'attendre pour le monde non plus. Puis des fois, tu sais, ce que je vois, c'est que aussi, tu sais, quand une course est quand c'est plus technique, c'est plus dur, je trouve, justement de fermer un gap, là. Ouais. Mais il y avait quand même pas mal de parties roulantes aussi. Tu sais, c'est un mix, là, vraiment. Fait que je fais pas non plus dire... c'est sûr que là, tout le monde est en fin de course aussi, mais on sait jamais comment les autres aussi, c'est quoi leur force, puis qu'est-ce qui peut arriver. Fait que c'est ça, c'est rester ouvert à ce que tout puisse aller dans un sens comme dans l'autre, puis tout en sachant aussi que, tu sais, à ce moment-là, je savais quand même que j'allais être capable de maintenir, de pas trop en perdre, mais bon. Ouais. Si tout se passe bien, c'est ça que le trail, c'est ça le plus bel, je pense que c'est une des plus belles affaires de notre sport aussi, même comme fan de suivre des courses, c'est que tout peut tellement basculer vite qu'une avance n'est jamais réellement insurmontable. Bon, quand t'es passé à 1 heure d'avance au fondeur, rendu là, c'est pas mal done deal, t'aurais pu le marcher, mais jusqu'à là, tu sais, un 20-25 minutes entre elles, c'est pas assez. Puis c'est ce qu'on aimait, nous, comme fans du sport, puis fans de trail québécois, puis de nos coureuses québécoises, de dire le top 4, c'est 4 personnes qui ont énormément d'expérience dans le sport, qui ont eu du succès partout, puis tout peut un peu arriver, puis c'est ce qui rend ça le fun aussi, c'est que, c'est comme je te parlais, la bataille de Julie puis Anne, on a parlé aux filles après, les deux ont pas tant vécu cette bataille-là, mais nous, comme fans, tu le suis, puis tu vois que les écarts se rapprochent, puis là, tu essaies d'analyser, on se prend pour des vrais experts alors qu'on ne l'est pas, mais on voit sur caméra, Julie a l'air de trouver ça difficile. Oh, Anne est pimpante. Anne me disait hier, on s'écrivait, puis elle disait, ça a été une course tellement difficile. J'ai dit, OK, ben, dans les ravitaux, on avait complètement l'opposé comme visibilité. Tu avais l'air d'être dans un gros high. Toi, de ton côté, est-ce que tu as eu des creux mental ou physique pendant la course? Ouais, ben j'ai définitivement un creux là après, tu sais, je dirais la fin de la Messachibo était vraiment vraiment difficile. Arrivé au Mont-Sainte-Anne, j'avais de la misère à comprendre comment j'allais faire 2 montées, puis je savais pas encore. La première montée est quand même quelque chose. Je connaissais même pas ce sentier-là, fait que ouais, c'était pas mal plus costaud que ça à quoi je m'attendais. Puis c'est ça, à ce moment-là, là, je savais que comme ouais, ça allait être difficile de repartir de ce ravito-là. Pas dans le sens comme je savais que j'allais repartir, mais c'était vraiment dur pour moi de concevoir comment ça allait mieux. Mais après, c'est ça, après la première montée, là, j'ai mangé un peu, puis ça m'a la descente après la première montée, le premier sommet, j'ai commencé à me sentir mieux, puis là, j'ai été capable de comme reprendre tu sais, j'étais fatiguée là, rendu là, Ouais. là, je suis pas revenue à comme être top shape, mais mentalement ça allait mieux, puis j'étais capable de comme voir que j'allais finir, puis que ça allait pas être comme ultra pénible là. Ouais. Mais Est-ce que tu ça a été ça, l'anticipais? Est-ce que c'est cette portion-là de D+, parce que je pense qu'on se prend 1000 quelques mètres sur 6 kilos, tu sais, c'est très abrupt dans les deux sens, ça te fait mal en montant. Tu le disais, l'escarpé apporte bien son nom, là, c'est hyper accidenté, puis les descentes sont quand même casse-jambes. Est-ce que tu l'anticipais ou tu avais hâte? Non, ben c'est ça, je savais pas, puis je pense que j'ai vraiment sous-estimé le dénivelé du QMT parce que je me disais, tu sais, à l'UTHC, là, j'étais comme, on dirait on monte, mais on s'en rend pas compte, tu sais, parce que c'est tellement irrégulier. Fait que c'est comme tu accumules du D+, mais c'est pas. Puis je me disais, hey, je reviens de Madère, puis là, Madère, c'est tellement intense, fait que ça va être rien pour moi, finalement. Ça a été tough. Ça a été vraiment tough.
j'ai vraiment sous-estimé à quel point il y avait du D+, malgré tout. Tu sais, oui, ça a une forme différente. Oui, c'est pas de la montée continue, fait que ça permet un peu plus. Mais j'étais dans un état où c'était comme, tu sais, si ça t'avance pas vite, là, en tout cas, moi, je me sentais vraiment, je me disais, hey, mon Dieu, je perds tellement du temps dans le Mestashibo, je perds tellement du temps sur cette montée-là. Mais, c'est dur de se rappeler que c'est comme ça pour tout le monde, là, rendu là. Tout le monde a de la misère. Il y a personne qui court, cette montée-là, là. Ouais. Non, puis comme tu dis, tu le sens pas, mais il s'accumule vite parce que tu sais, et Sentier des Caps et Mestashibo, c'est des sections, quand tu regardes la topographie, tu sais, le petit graphique qu'ils mettent sur leur site, tu dis, OK, c'est les portions plus flat. On le sait que ça l'est pas du tout, que c'est technique, mais c'est pas juste technique, c'est un petit 30 mètres des plus, 30 mètres des moins, mais cumulé au bout de Sentier des Caps, t'as plus que 1000 mètres. Puis, fait que tu sais, quand t'es sur le Mont-Saint-Anne, tu le sais que ça monte, puis t'es dans un mindset de monter, puis que ça va être lent, puis c'est du power hike. Quand t'es dans ces autres portions-là, c'est dur de se motiver à dire, OK, pourquoi j'avance pas de même? Mais c'est parce que c'est technique, puis t'accumules tranquillement du petit dénivelé qui, au bout de la ligne, fait 6000 mètres. C'est une grosse bouchée, 6000 mètres sur 130 km. Là. Mm-hmm. La dernière portion, bon, un peu plus roulante, mais on arrive là avec des jambes un peu plus maganées. Quand t'es arrivé sur le versant nord du Mont-Saint-Anne, tu sais qu'il reste juste à rentrer à la maison, comme on dit. Comment tu te sentais à ce moment-là avec 15-20 kilos à faire? Ben, ça passait lentement quand même. C'est un 15 kilos qui, tu sais, j'ai essayé de me dire, ben, c'est ça, c'est une petite sortie, c'est une sortie de semaine, on va faire un 15 kilos, c'est tout ce qui reste. Mais je l'ai trouvé long, tu sais, même le dernier 2,5 kilos, j'étais comme, je voyais pas comment on allait se rendre de où est-ce qu'on était jusqu'au mont en 2,5. On dirait que j'étais pas confiante, j'étais comme, c'est impossible qu'on va être là en 2,5 kilos. Mais c'est sûr qu'en même temps, tu sais, j'avais un peu d'énergie de la part des coureurs du 50 kilos qui me dépassaient tout frais, mais qui m'ont quand même donné un peu de jus pour me réactiver là, parce que des fois c'est ça qui est le plus difficile, puis je pense que c'est là qui me reste encore tellement à apprendre, c'est comme comment être capable de, tu sais, on a toujours un peu plus à donner, tu sais, dans ces moments-là, c'est tellement la tête qui guide comme qui nous limite, là, rendu là. Fait que d'être capable d'être encore comme dans une perspective positive, puis d'aller en chercher un petit peu plus. Mais c'est ça, je te montrerai pas que j'avais hâte que ça se termine rendu là. Mais des fois, en fin de course comme ça, je trouve que c'est le technique plat, le technique du sentier plus un peu rocailleux, racineux, mais où tu peux courir clairement, c'est celle-là qui est plus dur à motiver puis à fouetter un peu la tête, de dire là, allons-y, courons, parce que une montée, c'est une montée, tu te permets peut-être de la marcher vu qu'elle est à pic et tout, mais un sentier technique qui est flat, t'es supposé courir, tu veux te botter le cul à courir, mais c'est un effort tellement plus grand que d'être sur un sentier. Tu as fait des courses beaucoup plus roulantes, tu sais, que tu avances puis tu penses pas trop, tu laisses les jambes avancer. Là, dans ce cas-ci, il y a un effort à faire, il y a des enjambées. Quand tes jambes sont raides puis qu'ils ont 125, 130 km, je trouve que c'est ça qui est le plus dur, c'est de se botter le cul à dire ça se court, let's go. Puis là, t'es là dans les racines, dans les roches, puis ta tête est juste là, on va marcher, hein, on va rien faire de mieux que ça. Là. Oui. Comment tu te sentais quand tu as traversé cette ligne d'arrivée-là, quand tu as vu la dernière petite descente puis la foule en délire qui t'attendait? Ah ben c'est sûr, j'étais tellement contente. Puis honnêtement, c'est comme une des courses les plus... Tu sais, c'est probablement la course la plus satisfaisante que je vais avoir faite à date parce que je pense que je l'ai vraiment... je l'ai pratiquement couru du début à la fin, là, les parties que je pouvais courir. Fait que ça a été vraiment le fun d'avoir quand même, d'être capable d'être... Tu sais, je me sentais assez constante, en fait, du début à la fin. Puis c'était comme mon scénario idéal aussi. Donc, c'est sûr que quand tu réussis à répondre, tu sais, je veux dire, mes objectifs étaient, tu sais, c'était vraiment, c'est ça, c'était mon scénario idéal, puis que c'était vraiment, j'étais tellement contente, tellement fière, je m'attendais, j'étais vraiment émotive avant, puis on dirait qu'une fois que j'étais encore émotive après, mais après, j'étais juste comme, je me sentais comme normale. C'est drôle comment ça arrive. Des fois, ça me surprend tout le temps. Là. On pense tellement à ce moment-là, puis après ça, on peut jamais s'attendre vraiment à comment est-ce qu'on va réagir là, qu'on vient tout juste de passer. Mais c'est sûr que sur le coup, c'est ça. J'étais tellement contente d'avoir réussi mon pari. Mais après ça, c'est aussi, je me suis sentie rapidement
comment je dirais, comme un peu submergée par toute l'attention, je vois ma famille, tout le monde me parle, mais je suis pas capable de vous donner quoi que ce soit en ce moment, là. T'as 10 minutes où tu vas bien, là, puis après ça a été comme, je pouvais plus exister, là. Ah ouais? Oh oui, non, j'étais super, je réalisais pas à quel point j'étais fatiguée, mais j'ai comme eu besoin de dormir presque comme, tu sais, 30 minutes plus tard, j'étais couchée dans un coin, fait que j'étais beaucoup plus fatiguée que ce que j'aurais pensé. Là, j'ai jamais été comme ça à ce point-là, mais j'ai été vraiment, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Mais c'est sûr que la nuit blanche aussi, en partant, ça joue. Tu sais, tu commences avec une nuit blanche, fait que tu sais, je veux dire, quand le soleil se lève puis t'embarques, c'est là que ça commence à être dur. Fait que c'est comme une combinaison de choses dures qui d'habitude arrivent en même temps. D'habitude, dans un ultra, en tout cas la plupart, la nuit arrive au moment que tes jambes démolies puis que t'es juste en mode faut finir pour finir. Là, ça doit être. J'ai jamais fait le 135 dans ces heures-là. Ça doit être particulier de vivre une première moitié de course vraiment dure pour d'autres raisons. Puis là, quand t'arrives dans le dur, là, c'est le soleil. Physiquement, ça doit brûler, puis on peut comprendre que 30 minutes après ton arrivée, c'était l'heure de la sieste. Ouais, c'est ça. Ben aussi, tu sais, tu jumelles ça avec peut-être du sommeil qui est pas optimal avant. Tu commences en effet le soir. Fait que c'est sûr que ça, moi j'aime bien ça commencer le soir. Je pense que je préfère ça à commencer très tôt le matin. Mais en fait, mon idéal, ce serait un peu comme l'UTHC qui commence comme à 1h de l'après-midi, parce que ça, c'est comme le meilleur des deux mondes. Tu sais, t'as de l'énergie en après-midi, t'as pu bien manger le matin, tu sais, de manière comme normale. Ça brise pas ton cycle comme normal d'entraînement, même, tu sais, si t'es quelqu'un qui s'entraîne l'après-midi ou le soir, puis après ça, quand tu commences à le fatiguer un peu, tu rentres dans la nuit, puis tu finis le matin. Fait qu'on dirait que mais là, commencer plus tard, c'est sûr que il y a la donnée du sommeil qui est comme, puis c'est pas que j'étais jamais vraiment comme fatiguée dans le genre, j'ai le goût de me coucher, mais c'est ça, dès que ça a été terminé, j'étais comme, OK, mon corps est comme, il shut down un petit peu. Ouais. Un 135 comme ça, on s'entend, la nutrition est essentielle. Dans ton cas, on n'a pas parlé. Est-ce que tu as trouvé ta recette à toi avec comme on parlait tantôt, l'enchaînement des derniers gros efforts, des dernières courses dans des durées similaires? Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Puis as-tu des creux, des moments où la bouffe rentrait moins bien? Ouais. Encore une fois, je suis pas nécessairement comme la plus méthodique pour ça. Je pense que j'ai comme vraiment de la place à l'amélioration de ce côté-là, mais ça s'est quand même bien passé, mais à la fin, j'avais plus de misère là, tu sais, j'aime bien les gels, les 90 grammes de Precision, mais je pense que j'aurais aimé ça. J'aurais dû, tu sais, j'ai déjà fait des cours justement juste là-dessus, mais là, pour une raison X, j'étais vraiment comme tannée en fin de course, fait que je pense que j'aurais eu avantage à avoir comme un switch là, puis utiliser autre chose pour la fin. Mais je pense qu'on a quand même bien fait ça dans le sens où, tu sais, j'avais beaucoup d'options de trucs à boire, fait que je pense que c'est plus ça en général. Pour moi, c'est juste d'avoir comme, tu sais, j'ai bu beaucoup de coke pendant la nuit, puis après ça, c'était comme, là, je peux plus, là, le coke, là, j'en peux. Fait qu'il fallait juste que j'aille comme une autre source comme sucrée qui soit pas la même chose. Mais, non, je pense que ça s'est bien passé, mais j'ai beaucoup de misère à manger des vraies choses pendant une course, là, fait que j'ai jamais le goût. Fait que ça, c'est un peu difficile, mais ça, c'est une autre chose aussi, par contre, tu sais, par rapport au planting, c'est que je suis très habituée de comme snacker pendant toute une journée, on s'arrête jamais pour. Fait que ça, c'est quelque chose que je fais depuis des années, d'être comme constamment en train de me nourrir, puis de manière comme expéditive, puis de manger des vraies choses aussi. Fait que oui, j'ai de la misère à manger comme des plus grosses affaires, mais en même temps, je suis quand même capable de. Je suis assez habituée à ça, puis je pense que ça doit m'aider un petit peu par rapport à ça. C'est ça, dans le fond, avec le planting qui aide. Oui, c'est ça. C'est la bouffe. Immense performance au QMT, qui a suivi une grosse performance aussi à Madère. On est juste au mois de juillet. Est-ce que tu sais à quoi va ressembler le reste de ton année s'il y a une volonté de faire autre chose le reste de l'année? Oui, c'est sûr que je veux faire autre chose. C'est sûr que je me disais, tu sais, je vais attendre de voir comment le QMT va se dérouler. Puis l'important pour moi, c'était aussi de prendre le temps de vraiment là, faire un bon build-up, puis de
pas me lancer trop rapidement dans autre chose. Tu sais, je pense que je sens que j'ai besoin de prendre le temps de c'est ça, de me recentrer puis de voir ce que je veux faire là, prochainement. Mais c'est sûr que pour moi, c'était sûr qu'après, j'avais participé à Javelina en octobre dernier. Donc, moi, c'était sûr que je retournais cette année dans l'idée d'essayer d'aller chercher un Golden Ticket pour la Western States en 2027. Fait que là, c'était comme mon projet vraiment de l'année prochaine. Je savais que j'allais comme être focus là-dessus puis de faire un peu si c'est pas à Javelina, de peut-être aller à Canyons ou même à Kianti, en tout cas, à voir. Mais c'est sûr que ma prochaine plus longue course, ça va être un 100 000 puis en Arizona. Puis Javelina, tu le disais, c'est un 100 miles, mais c'est très rapide, contrairement, complètement l'opposé, j'ai l'impression, de tes dernières courses qui sont dans du technique, qui sont dans du montagneux. Dans tout ton parcours des dernières années, il y a cette combinaison-là d'efforts très techniques, très lents, entre guillemets, mais tu sais, des efforts, des kilomètres qui sont plus longs à aller chercher parce que c'est technique, c'est montagneux, et des courses comme Javelina, comme JFK qui sont hyper rapides. Est-ce que t'aimes cette combinaison-là? Est-ce que tu as une préférence dans les deux ou au contraire, ce que t'aimes, c'est la combinaison des deux puis l'alternance des deux? Ben c'est ça, j'aime vraiment ça, faire des choses variées. Puis je pense qu'il y avait un moment où je me posais pas de questions. Ben encore aujourd'hui, je me suis jamais dit est-ce que Madère, ça me convient en tant que coureuse, est-ce que c'est la meilleure course pour moi à faire? C'était plus comme ça a l'air incroyable, je veux y aller parce que les paysages m'attirent, parce que c'est une course qui a un historique aussi. Fait que tu sais, il y a toutes ces combinaisons-là où je suis comme j'ai le goût de participer parce que d'une part, peu importe s'il va y avoir beaucoup de compétition ou pas, tu sais qu'il y a tellement de monde qui sont passés avant toi que tu peux te mesurer un peu à des gens au passé, si on veut. Fait que il y a cette dimension-là qui peut être intéressante, mais après ça, tu sais, c'est aussi ça, c'est que mes objectifs sont variés, les choses qui m'intéressent sont variées aussi. Mais après ça, là, je commence aussi à voir un peu quelles sont mes forces réelles. Tu sais, je pense que oui, j'ai une certaine versatilité, mais tu sais, quand j'étais à Madère, je me suis dit, tu sais, je suis vraiment pas une bonne descendeuse, puis il faut vraiment que tu sois bon pour, ben, ça aide beaucoup parce qu'il y a énormément de descentes, puis les descentes sont complexes. Donc, c'était comme quelque chose que j'avais même pas pris en compte. Puis là, je réalise que dans le fond, tu sais, c'est ça, je suis quand même quelqu'un qui a plus de facilité dans les choses qui sont plus roulantes, tu sais, à la base. Fait qu'il y a comme, je suis attirée par ce qui est montagneux, j'adore grimper, fait que ça fait partie des choses qui m'attirent vers ces courses-là qui peuvent être peut-être plus techniques. Mais c'est sûr que je pense que là où je performe le mieux, ça va être définitivement dans les choses qui sont plus, soit un mix, ou soit quelque chose qui est plus roulant. Fait que c'est un peu ça l'idée où quand je suis allée à l'année dernière, je me suis rendu compte que ça convenait. Tu sais, c'est quelque chose qui fonctionne bien là, pour moi, puis que dans quoi j'ai du fun aussi. Tu sais, j'aime beaucoup. Fait que des fois j'ai moins de fun si je peux pas courir du tout. C'est difficile. Là. Ouais. À Javelina, tu peux courir en masse. Oui, c'est ça. Dur de faire autrement. Ouais, c'est ça. Au-delà des dossards, au-delà des défis, de la performance, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te craint à continuer à courir, continuer d'avancer, continuer de t'entraîner? Ben, je dirais que c'est ça. Pour moi, c'est comme une manière de réfléchir. C'est une manière de réfléchir à comme ma vie. C'est une façon aussi, tu sais, j'ai l'impression que quand je cours, je me sens à la bonne place dans le sens où je suis pas c'est quelque chose qui pas nécessairement que je suis angoissée en général dans la vie, mais ça me fait sentir bien par rapport à comme j'ai l'impression que je nuis pas à personne, je suis pas non plus en train de sauver le monde, mais il y a de quoi de je sais pas, il y a comme quelque chose de vraiment, je pense que si tout le monde prenait du temps à faire des activités qui les nourrissent de cette façon-là, ben on serait tous comme dans une bien meilleure interaction les uns avec les autres. Fait que pour moi, c'est comme quelque chose qui est comme je le réfléchis beaucoup, mais en même temps, c'est
c'est comme, c'est ça, ça m'apporte un besoin justement de contemplation, une façon d'être qui est beaucoup plus, tu sais, ça demande pas beaucoup, tu sais, c'est très accessible, c'est très, c'est ça, ça me fait sentir plus en paix. Fait que c'est comme, c'est quelque chose qui dépasse de beaucoup juste, c'est ça, l'aspect compétitif, participer à des courses et tout. Puis les courses sont quasiment un prétexte pour dire que c'est une pratique du quotidien. Fait que ça me, tu sais, j'aime vraiment ça, sentir que oui, je tends vers quelque chose, mais que, tu sais, chaque jour en soi est comme, ça me suffit, là, aussi. Là, s'il y avait plus de courses demain, je continuerais à courir quand même. Ouais. Ben, il faut avoir cette plaisir-là au quotidien pour la quantité d'entraînement ou de sorties quotidiennes versus le nombre de dossards. Sauf exception, la plupart des gens ont un ratio de, je sais pas moi, 50 sorties de course pour un dossard et même peut-être plus 100 pour un, tu sais. Fait qu'il faut trouver du plaisir dans ce quotidien-là. Puis c'est drôle, je t'écoutais parler, puis ça, il y a un truc que je dis souvent, puis c'est pas péjoratif pour ceux qui courent pas, mais tu sais, moi, je sais que je dis que je suis une meilleure personne après avoir couru dans une journée qu'avant, puis c'est pas que je suis pas du monde avant, mais moi, ça me fait un bien fou, puis tout est plus facile après. Tu sais, les irritants passent mieux, on dirait qu'une fois que tu es sorti, je sais pas c'est quoi qu'on a en nous, mais je suis toujours plus zen, puis mieux dans ma tête, puis dans ma peau, puis dans mon corps après, puis c'est cet effet-là au quotidien que je vais rechercher qui me pousse à sortir. Tu sais, quand là, je me dis, là, on va finir l'enregistrement, j'ai le temps d'aller faire une petite demi-heure rapido le midi, c'est pas parce que je suis comme, hey, j'ai un entraînement, puis il faut que je le fasse. C'est comme, mon après-midi va tellement mieux aller si j'investis cette demi-heure-là ou cette heure-là ou peu importe. Puis c'est ça qu'on recherche au quotidien. Là. Ben, ça te rend plus disponible pour tout le reste des choses que tu vas faire. Puis ça, que ce soit un problème à régler, on a comme tellement besoin de prendre ces pas de recul-là. Puis des fois aussi, peut-être à l'inverse, quand on n'a vraiment pas le goût de sortir, puis qu'on se force à y aller quand même, il y a aussi quelque chose qui se passe à ce niveau-là où je pense que, tu sais, c'est vraiment le fun d'avoir des contraintes, des fois. C'est vraiment le fun de se dire, je m'impose quelque chose parce que ça va, on fait confiance que ça va nous amener quelque chose qu'on peut pas encore anticiper ou imaginer. Puis c'est bien plus intéressant d'avoir ça que de dire ah ben je peux faire ce que je veux quand je veux sans tu sais ouais en tout cas ouais. C'est une force d'être créatif des fois, trouver le moment dans la journée, dans la semaine ou des fois c'est une petite demi-heure qu'on a à placer dans une journée, des fois c'est une longue sortie qu'on doit faire si on veut être bien le jour J ou le jour du plus long effort, mais ça nous force à être créatif. Ouais. Valérie, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui, revenir sur ce comité-là, parler de la vie, de l'art, mais je te laisse pas aller si vite parce que on termine toujours les épisodes avec un petit volet compétitif, puis te mettre en compétition avec celles et ceux qui sont passés avant toi. C'est les questions Claire-Nac. C'est 10 questions que je vais te poser. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Mon but, c'est un peu de vous coincer, donc il y a des questions plus difficiles que d'autres. Je sors mon chrono et je rappelle que le record en Zoom, c'est Sandra Lafontaine, qui a fait ça en 16 secondes. Fait que c'est quand même rapide. On va espérer que l'Internet nous aide à ce que tu puisses aller rapidement. Fait que je sors mon chrono. Tu me dis quand t'es prête. OK, go. Route ou trail? Prêt. Sentier roulant ou technique? Roulant. Des plus ou des moins? Des plus. Café ou thé? Café. Bas court ou bas long? Ballon. Questionnaire, gel ou purée? Gel. 50K ou 50 000? 50 000. 100K ou 100 000? 100 000. Ah! Ouais, UTHC ou QMT? QMT. Speedgoat ou JFK? JFK. 24 secondes, c'est pas le record, mais t'as pris le temps de répondre à chaque question, j'adore. Oui, T'as mais l'air c'est de ça. regretter des réponses. Oui, c'est ça, là, je me dis, j'ai répondu trop rapidement, mais c'est pas pour dire que c'est pas nécessairement ça que la réponse serait, mais ouais. En tout C'est cas, l'intuition, des fois, des fois, la pression nous fait sortir la vraie réponse, même si on l'analyse trop, on change notre fusil d'épaule, mais UTHC QMT était facile parce que c'était tes 2 dernières victoires, mais ces 2 courses qui se comparent, puis en même temps, sont tellement différentes, mais c'est comme inévitable de les comparer parce que quand tu fais de la longue distance au Québec, quand tu aimes faire des courses et mettre des dossards, c'est un peu des incontournables. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les autres distances, de tous les autres événements, ça reste que le 125 puis le 135. En tout cas, la longue du QMT puis la longue de la Ricana,
il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à longue distance, qui les mettent au calendrier parce que ça devient des événements incontournables, puis ça devient des classiques, puis sont durs à comparer, je trouve. Oui, c'est vrai. Puis, je veux dire, dans le meilleur des mondes, j'aurais pas à choisir de toute façon. Mais c'est sûr que je vais assumer ce que j'ai La vie, dit. elle nous demande pas de choisir. Tu as fait les deux, puis on peut s'inscrire à tout ça, mais c'est ça, c'est 2 gigas de défis, puis c'est 2 courses qui, pour les coureurs internationaux, il y a beaucoup de monde qui sont venus se casser les dents, puis je souhaite à personne de se casser les dents, c'est pas ça, mais tu sais, des fois, on regarde un peu de haut les trails québécoises, puis les petites montagnes, les petites buttes qu'on a versus ce qu'il peut y avoir dans l'Ouest canadien ou en Europe, puis année après année, on a des exemples de gens qui viennent les essayer, puis moi, c'était une de mes plus belles satisfactions cette semaine au QMT, c'est de voir un Dakota Jones, qui est un des plus grands coureurs de l'histoire, nous dire que le QMT 80, c'est le sentier le plus difficile qu'il a jamais vu de sa vie. Le gars, je veux dire, il a déjà gagné des courses à la Transvulcania contre Kilian, il a fait la Western, la Hard Rock, puis il nous dit que c'est le QMT 80 qui est le sentier le plus tough de sa vie. Ça, je trouve ça satisfaisant. Ah ouais, totalement. Je trouve que non, c'est des parcours magnifiques, honnêtement. Puis, ouais, non, je suis pas surprise qu'ils pensent ça. C'est des sentiers qui sont éreintants, je trouve. Ouais, non, c'est ça, je pense que c'est très difficile mentalement. Puis je pense que nous, on est au courant parce qu'on s'entraîne là-dedans à l'année longue. Puis on n'est pas, on est habitué. Tu sais, l'entraînement est pas facile pour d'autres raisons aussi. Tu sais, on parle même pas du fait que l'hiver dure 3/4 de l'année. Puis, Oui, puis tu sais, à Arigana QMT, on parle souvent des highlights. Tu sais, le Morio, c'est magnifique, c'est dur, mais tu le sais que ça va être dur. QMT, Mestachibo, la section de Mont-Saint-Anne, tu le sais avant de commencer, mais moi, je compare souvent le 40 kilos qui suit le jet bleu. Ouais, à l'UTHC. Puis le 40 kilos du sentier des Caps, ouais. C'est des sentiers qui, en apparence, c'est les kilomètres gratuits. Ouais. Puis pour moi, c'est les 2 pires sections de ces 2 parcours-là. Pire dans le sens où ils sont éreintantes. Tu pars du jet bleu, puis c'est un faux plat montant ultra technique, ultra humide, ultra éloigné. Puis ça te démolit bien plus qu'un Montréal, que tu sais depuis 6 mois que Montréal, ça va être tough. Tout à fait d'accord. Oui, puis on s'entend que le Montréal, il se fait beaucoup plus rapidement que l'autre pendant la nuit. Ouais, non, c'est ça. Tout à fait d'accord. Valérie, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. C'était super le fun de jaser puis d'avoir ces réactions-là, ces impressions-là à chaud, là, juste après la course. Comme on disait avant d'enregistrer, des fois, il y a un recul que si on avait fait l'épisode dans 6 mois qui serait différent, mais là, dans l'immédiat, 4 jours, 5 jours après, on a vraiment la matière rough de comment tu l'as vécu. C'est ça. Ben, merci à toi. J'ai du fun. Merci. On va continue de te suivre dans ta préparation jusqu'à Javelina l'année passée. Bon, c'est pas tout le monde qui suit ces courses-là, mais je dois avouer que moi, ces courses américaines, j'aime ça les suivre de loin, puis on te voit y aller, puis t'avais eu un beau début de journée, mais ça va être intéressant de voir la reprise, la vengeance. Ouais, c'est ça. Non, j'ai très hâte de retourner en espérant, c'est ça, avoir non, je sais, je vais avoir un mindset différent, puis c'est bon d'avoir tu sais, là, je sais dans quoi je m'embarque. Ouais. Ouais. Ouais, puis moi, de plus en plus, je parle de coffre à outils, on dirait en train, là, puis tu sais, les mauvaises journées ou les DNF ou les journées que tout a mal été, c'est là qu'on remplit le coffre, puis les expériences positives aussi, tu sais, un mute que tu as pu finir, puis le QMT que tu viens de remporter, tu sais, là, l'expérience, le coffre à outils se remplit, puis tu arrives à Javelina 1 an plus tard, puis je suppose que tu vas te sentir encore plus outillé que tu l'étais cette fois-là, puis si tu le refais dans 5 ans, ça va être encore plus, puis je pense que c'est ça la beauté du trail, c'est que le coffre à outils est extensible, puis on peut mettre du stock dedans en masse, hein. Oui, exact. Merci beaucoup, Valérie. Moi, je termine en remerciant, comme d'habitude, les partenaires NAC, qui est le partenaire principal, Noctem, Mox Mocktail et Café Charlevoix, qui vous offre un petit 20% de rabais sur le nouveau café pas sorti du bois avec le code promo PASSORTIDUBOIS. Merci à David Hébert pour le design graphique. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.